Francis Perrin, merci d'être avec nous. Bienvenue en Sorbonne. Vous êtes en la compagnie des élèves du Master Stratégie internationale et Intelligence économique de l'école de management, ainsi qu'avec son directeur. Donc, merci encore d'être avec nous. Francis Perrin, vous êtes chercheur en relations internationales, plus particulièrement vous êtes spécialiste des questions énergétiques et notamment du pétrole. Le pétrole qui est, qu'on le veuille ou non, un des vecteurs principaux des relations internationales aujourd'hui. Alors, un petit mot sur votre parcours. Vous avez obtenu un doctorat de sciences économiques à l'université Pierre Mendès France à Grenoble. Vous avez ensuite fait vos armes à Sciences Po Grenoble. Et à présent, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques de Paris, à Paris, et aussi chercheur associé au Policy Center for the New South, qui est un think tank basé à Rabat. Et donc aujourd'hui, le thème de votre intervention, c'est pétrole et tensions dans le golfe arabo-persique. Alors, Monsieur Perrin, en quoi les tensions internationales au Moyen-Orient se cristallisent-elles autour de la question du pétrole aujourd'hui? À vous la parole, Francis Perrin. Merci beaucoup de votre invitation ce matin. Et puisque vous avez rappelé que le pétrole, c'est très important, qu'on le veuille ou pas, juste un mot là-dessus avant d'entrer dans le vif du sujet. Le pétrole, c'est encore aujourd'hui la première énergie mondiale, l'énergie la plus consommée dans le monde. C'est à peu près, pour fixer les esprits, un tiers de la consommation mondiale d'énergie. Devant le charbon, autre énergie fossile, qui reste encore numéro 2 aujourd'hui, devant le gaz naturel, troisième énergie fossile, numéro 3, et après, loin derrière, les énergies renouvelables, en commençant par l'hydroélectricité, puis l'énergie nucléaire, puis ce qu'on appelle souvent les nouvelles énergies renouvelables, solaire, éolien, biomasse, etc. Donc c'est la réalité énergétique de notre temps. Il faut évidemment essayer de la changer, c'est en train de changer, mais comme toujours en matière d'énergie, il faut compter sur le temps. L'énergie, ce n'est pas un secteur dans lequel les choses se jouent dans le court terme. On ne parle pas de start-up du numérique, on parle de moyen terme, long terme, très long terme, pour que des évolutions vraiment extrêmement importantes se produisent. Donc ce n'est pas un plaidoyer pour l'inaction, ça veut dire qu'il faut commencer maintenant en sachant que les efforts, les résultats de nos efforts seront vraiment visibles dans un certain temps et même un temps certain. Donc ça c'était pour rebondir sur votre mot sur le pétrole. Alors maintenant centrons-nous sur la région du Golfe arabo-persique et les tensions qui ont lieu dans cette région autour du pétrole. Alors pour cela, dans cette histoire récente, même si cette histoire récente s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne, comme souvent, et notamment dans cette région, il faut remonter à l'année 2018. Alors que s'est-il passé en 2018? Beaucoup de choses, mais notamment une décision américaine concernant les sanctions économiques contre l'Iran. Mais juste avant, on va remonter quand même encore un petit peu avant, enfin pas très loin pour des raisons de temps, on va remonter en 2015, en juillet 2015, lors de la signature d'un accord très important sur le programme nucléaire de l'Iran. C'était le 14 juillet 2015, pas de lien avec la fête nationale française, c'est une coïncidence de date. L'accord qu'on appelle en anglais le JCPOA, donc ce plan d'action global sur le programme nucléaire de l'Iran, signé par l'Iran d'une part, d'autre part par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, et par l'Allemagne. Alors, au terme de cet accord de juillet 2015, qu'on appelle l'accord de Vienne, enfin, il y a plusieurs accords de Vienne, mais en tout cas celui-ci, on va l'appeler l'accord de Vienne, puisqu'il a été signé à Vienne. L'Iran a accepté certaines limitations à son programme nucléaire et de placer ce programme sous supervision internationale, ce qui veut dire l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est basée à Vienne d'ailleurs, mais ça aussi c'est une coïncidence. Alors, avant cet accord de juillet 2015, il y avait des sanctions économiques contre l'Iran. Sanctions économiques américaines depuis les années 1980. Donc c'est une longue histoire. Ça remonte au début des années 1980. N'oublions pas, nous sommes en 2019. Il y a 40 ans,
c'était la prise d'otage de diplomates américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui a duré 444 jours. Et évidemment, c'est quelque chose qui a laissé des traces dans les relations irano-américaines depuis maintenant 40 ans. Donc dès le début des années 1980, les États-Unis commencent à imposer des sanctions économiques contre ce qui est devenu la République islamique d'Iran après la chute du Shah. Et puis, beaucoup plus récemment, à partir de 2012, les Européens, l'Union européenne, se mettent aussi à sanctionner l'Iran de façon un peu sérieuse, je dirais. L'Union européenne adopte un embargo pétrolier contre l'Iran entre 2012 et 2015 pour faire pression sur l'Iran, pour que l'Iran négocie sérieusement sur son programme nucléaire. Et ça débouche sur l'accord de Vienne du 14 juillet 2015. Donc l'Iran commence à mettre en œuvre l'accord au cours du second semestre 2015. Et fin 2015, l'AIEA certifie que l'Iran est dans les clous, qu'il a fait ce qu'il fallait pour se mettre dans les termes de l'accord de Vienne. Donc en échange, les autres pays signataires, les grandes puissances mondiales que j'ai citées, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, décident de renvoyer l'ascenseur à l'Iran, c'était prévu par l'accord de Vienne, et de lever ou de suspendre les sanctions économiques ou une partie des sanctions économiques contre l'Iran. Donc à partir de janvier 2016, l'Union européenne lève son embargo pétrolier contre l'Iran et les compagnies pétrolières européennes sont à nouveau autorisées à importer du pétrole de l'Iran, à investir dans le secteur pétrolier et gazier en Iran. Ça, c'est pour l'Union européenne. C'est clair, c'est simple. Pour les États-Unis, c'est plus complexe parce que les États-Unis ont, au sujet de l'Iran, 2 types de sanctions. Des sanctions qu'on appelle primaires, des sanctions qu'on appelle secondaires. Évidemment, s'il y a des sanctions primaires, c'est qu'en général, il y a des sanctions secondaires, sinon on n'aurait pas besoin de dire qu'elles sont primaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les sanctions primaires, c'est le fait pour le gouvernement fédéral à Washington de dire aux compagnies pétrolières américaines, vous n'avez pas le droit d'acheter du pétrole à l'Iran, vous n'avez pas le droit d'acheter du gaz naturel à l'Iran, vous n'avez pas le droit d'investir dans le secteur pétrolier et gazier en Iran. Ça ne porte pas que sur le pétrole, ça porte sur l'ensemble de l'économie, les sanctions américaines, mais évidemment je me centre sur le pétrole puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Ça, c'est les sanctions primaires. Les sanctions secondaires, ce sont des sanctions extraterritoriales. Cela veut dire que les États-Unis menacent de sanctions des entreprises non américaines qui commerceraient avec l'Iran, qui investiraient en Iran. Alors évidemment, on peut discuter sur le plan juridique, sur le plan moral, de ces sanctions dites secondaires, donc extraterritoriales. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, et donc quand ils décident quelque chose, et quand c'est un sujet important pour eux, ils aiment bien qu'on les suive. Donc soit on les suit volontairement, soit on traîne un peu les pieds, et ils vous menacent, quand c'est stratégiquement important pour eux, comme l'Iran, de sanctions secondaires, donc extraterritoriales. Et donc, janvier 2016, les Européens lèvent leurs sanctions contre l'Iran. Les États-Unis, c'est à ce moment-là Barack Obama qui est à la Maison-Blanche, lèvent leurs sanctions secondaires contre l'Iran. Ils ne lèvent pas leurs sanctions primaires. Les compagnies pétrolières américaines n'ont toujours pas le droit, même sous Obama, de commercer avec l'Iran, d'investir en Iran. Mais les sociétés non américaines, à partir de janvier 2016, n'ont plus au-dessus de la tête l'épée de Damoclès de possibles sanctions américaines. Donc nous sommes début 2016 et tout le monde se dit, voilà, on a fait quelque chose sur le plan diplomatique de vraiment considérable, c'est une avancée très importante. Presque tout le monde, à part notamment 2 pays, l'Arabie Saoudite et Israël, qui tirent à boulet rouge sur l'accord de Vienne en disant « mais vous vous êtes fait rouler dans la farine, le régime des Mollahs n'a absolument pas changé, ils font semblant de faire des concessions, mais il ne faut pas baisser la garde. Bon. » Mais le reste du monde applaudit et à peu près tout le monde est content. Donc nous sommes début 2016. Fin 2016, en novembre 2016, Donald Trump est élu lors de l'élection présidentielle américaine. Et M. Trump, dans sa campagne, avait parlé de ce fameux accord de Vienne en disant « c'est le pire accord jamais négocié et jamais conclu par les États-Unis ». Et il avait ajouté « c'est normal puisque c'est Obama et qu'Obama est nul ». Bon. Trump, c'est l'anti-Obama. Hein.
que ce soit l'accord de Vienne, que ce soit l'accord de Paris sur le climat, que ce soit la loi sur la santé, que ce soit le rapprochement avec Cuba, Trump prend systématiquement le contre-pied d'Obama sur les grands sujets de politique intérieure et extérieure. Alors, quelle explication psychologique? Je n'ai pas les compétences en termes psychologiques et psychanalytiques, donc je laisse ça à d'autres. Je reste dans mes compétences en économie et en sciences politiques, mais en tout cas, on peut le constater. Et sur l'accord de Vienne, comme c'est Trump qui est élu, qui arrive à la Maison-Blanche fin janvier 2017, l'Iran s'inquiète, les milieux pétroliers s'inquiètent, les Européens s'inquiètent en disant, vu ce qu'il a dit dans sa campagne sur l'accord de Vienne, ça va aller mal. Donc tout le monde rase les murs en disant, espérons qu'il va oublier. Parce que Trump peut oublier un sujet en 48 heures et passer à autre chose. Et pendant un moment, il semble ne plus trop parler de l'Iran. Donc tout le monde se dit, ouf, on peut peut-être respirer, mais il ne faut pas crier victoire, parce que sinon, évidemment, c'est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Donc ne disons rien, rasons les murs, ne bougeons pas une oreille, et espérons que ça va continuer, business as usual. Et on arrive au mois de mai 2018, où Trump annonce qu'il retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, et qu'il va, dans les mois qui viennent, entre mai et novembre 2018, rétablir toutes les sanctions américaines liées à l'Iran. Ça veut dire les sanctions secondaires, donc extraterritoriales, puisque les sanctions primaires n'avaient jamais été levées, ni par Obama, et évidemment encore moins par Trump. Donc, en mai 2018, le compte à rebours commence. Et c'est donc l'horloge qui fait tic-tac jusqu'au 5 novembre 2018. Les milieux pétroliers comprennent tout de suite le message. Prenons le cas de Total, le groupe pétrolier français. Rappelons que Total, c'est le 5e groupe pétrolier privé mondial, dans la hiérarchie de l'industrie pétrolière. Vous avez des sociétés privées et des sociétés nationales, ou publiques ou étatiques, mais dans les sociétés privées, vous avez d'abord ExxonMobil, société américaine numéro 1, Royal Dutch Shell, groupe anglo-hollandais numéro 2, BP numéro 3, britannique évidemment, Chevron numéro 4, société américaine, et Total numéro 5. Donc Total fait vraiment partie des leaders de l'industrie pétrolière mondiale. Total avait commencé à acheter du pétrole iranien en 2016, après la levée, la suspension de certaines sanctions, et Total avait signé en juillet 2017 un important contrat avec l'Iran pour développer un gros projet gazier avec des investissements prévus de 4 à 5 milliards de dollars. Donc un beau projet. Quand le PDG de Total, M. Patrick Pouyanné, entend ce que Trump dit en mai 2018, il dit à l'Iran « bye bye ». Il arrête d'acheter du pétrole à l'Iran et il se retire de ce contrat gazier signé avec l'Iran. Et M. Pouyanné n'a pas besoin de réfléchir pendant 10 ans pour ça. Pourquoi? Parce que Total a 10 milliards de dollars d'actifs aux États-Unis. Pétrole, gaz, pétrochimie. À peu près un tiers des actionnaires de Total sont des ressortissants américains, américains au sens États-Unis. Les banques américaines sont impliquées dans 90% des financements de Total à travers le monde. Donc, il n'y a pas... Voilà. Si vous dites à un pétrolier, vous devez choisir entre Washington et Téhéran, les deux plateaux de la balance ne sont pas au même niveau. Et on parle de la première puissance mondiale, on parle d'une superpuissance énergétique. Rappelons que grâce à leur pétrole et à leur gaz de schiste, comme on dit en France un peu improprement, les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole et le premier producteur mondial de gaz naturel. C'est évidemment considérable aussi pour la pétrochimie, et tous les grands pétroliers sont aussi dans la pétrochimie. C'est le pays qui contrôle le dollar, la monnaie internationale, donc qui coche toutes les cases de la superpuissance. Donc pour une compagnie pétrolière privée, mais ça vaut aussi pour Airbus, ça vaut aussi pour les constructeurs automobiles, tout le monde quitte l'Iran en courant en disant aux Iraniens « on vous aime bien, vous avez de beaux yeux, mais c'est pas possible. Avec Washington nous met en demeure de choisir entre les États-Unis et vous. On ne peut pas vous choisir, on a trop d'intérêt aux États-Unis, avec les États-Unis, autour des États-Unis, etc. Et ils ont un bras très long en termes de sanctions extraterritoriales, donc on ne peut pas résister. Et ça intervient avant même cette date fatidique du 5 novembre 2018 pour le rétablissement de toutes les sanctions américaines autour de l'Iran.
les gens partent avant même pour montrer à Trump qu'ils auraient pu rester jusqu'au 4 novembre. Mais avant même, ils disent ça ne sert à rien, on part. Donc arrive cette fameuse date du 5 novembre. Et l'administration Trump, qui a un positionnement très dur sur l'Iran, comme vous le savez, avait annoncé ses objectifs qu'on peut résumer en parlant de double zéro. Alors, ça ne veut pas dire 007, comme James Bond. Double zéro, ça veut dire quoi? C'est nous voulons réduire à zéro les exportations pétrolières de l'Iran. L'Iran ne doit plus pouvoir exporter un baril de pétrole. Et deuxième zéro, nous voulons réduire à zéro les investissements étrangers dans le secteur pétrolier et gazier en Iran. Et tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là, on ne sera pas complètement satisfait. Donc on arrive au 5 novembre, les sanctions américaines sont complètement rétablies et il y a une surprise. N'oubliez pas ce que disait Donald Trump dans sa campagne. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que je serai imprévisible. Et il a parfaitement tenu parole. Le 5 novembre, alors que tout le monde s'attend que les sanctions américaines soient rétablies de façon totale contre l'Iran, autour de l'Iran, l'administration Trump annonce qu'il y aura quelques exceptions, quelques exemptions aux sanctions, ce qui prend le marché pétrolier complètement à contre-pied et qui fait baisser les prix du pétrole, ce qui est extrêmement habile, parce que quand vous annoncez des sanctions contre l'Iran, les prix du pétrole montent. Donald Trump ne veut pas que les prix du pétrole montent. C'est pas bon pour l'économie américaine, c'est pas bon pour sa réélection possible. Donc il prend à contre-pied le marché pétrolier et les prix du pétrole s'effondrent au 4e trimestre 2018, au même moment qu'on rétablit des sanctions contre l'Iran, ce qui est un tour de force. Aucun économiste ou politiste n'avait prévu ça, et ça s'est passé dans la réalité. Donc l'administration Trump, ils sont peut-être pas très gentils et pas très sympathiques, mais si on vous dit que c'est une bande d'imbéciles, ne croyez pas ceux qui vous disent ça. Ils sont tout sauf idiots. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont gentils, c'est un autre problème, c'est pas le même, on ne parle pas du même concept. Donc, le 5 novembre, ils disent, finalement, on va faire quelques exceptions. Certains pays pourront continuer à importer du pétrole iranien pendant un petit moment. Pas ad vitam aeternam, mais pendant un petit moment. Et il y a 8 exemptions. 5 pour des pays asiatiques, 3 pour des pays européens. Alors les 5 pays asiatiques, c'est la Chine, Taïwan, l'Inde, Japon, Corée du Sud. Et les 3 pays européens, c'est Turquie, Italie, Grèce. Si on prend ces 3 pays européens, vous noterez qu'il n'y a pas la France. En matière de géopolitique, rien n'est fait au hasard. Ces noms-là n'ont pas été tirés dans un chapeau avec un bandeau sur les yeux. La Turquie, bon, c'est le grand allié au sein de l'OTAN, avec lesquels il y a quelques petits problèmes, comme vous savez, par rapport à la Syrie, donc il faut le ménager, on estime à ce moment-là qu'il faut les ménager. La Grèce, ils ont tellement de problèmes qu'on ne va pas les embêter économiques, donc on va leur laisser un peu importer, le temps de trouver d'autres fournisseurs, donc on leur laisse un peu de temps. L'Italie, à ce moment-là, c'est l'Italie de M. Matteo Salvini, qui, vu de Washington, a un grand avantage, c'est qu'il dynamite l'Union européenne de l'intérieur. Et ça vaut bien un petit cadeau. Donc ce n'est pas à la France qu'on va faire un cadeau, c'est à l'Italie, mais à une certaine Italie, un certain pouvoir à ce moment-là, donc fin 2018. Donc voilà ces 8 pays qui se disent chic, moi j'ai une exemption, je suis favorisé par rapport à tous les autres pays du monde, puisque tous les autres pays du monde ne doivent pas, selon Washington, importer un baril de pétrole iranien. Ça dure jusqu'au 2 mai 2019. Et là, l'administration Trump dit, maintenant, les cadeaux, c'est fini. Plus d'exceptions pour personne. Plus personne ne doit importer un baril de pétrole iranien. Les 8 exceptions, c'était temporaire. Maintenant, c'est terminé. On change de jeu. Pour prendre conscience de la puissance du rouleau compresseur américain, un chiffre, je ne veux pas vous assommer le chiffre, mais entre le printemps 2018, quand le président Trump fait cette annonce sur l'Iran que je viens d'évoquer, et aujourd'hui, donc fin 2019, les exportations de pétrole de l'Iran ont chuté de 90%. Elles n'ont pas chuté parce que l'Iran ne sait pas produire du pétrole. Elles n'ont pas chuté parce que l'Iran n'a plus assez de réserves de pétrole. Ce sont des pays qui ont les plus grosses réserves de pétrole du monde, et de gaz aussi d'ailleurs.
L'Iran, c'est les 4e réserves pétrolières prouvées de la planète, et c'est les 2e réserves prouvées de gaz de la planète. C'est une superpuissance pétrolière et gazière en termes de réserves. Donc moins 90% pour les exportations pétrolières de l'Iran depuis le printemps 2018, et ce n'est dû qu'à l'annonce de Trump et aux menaces, évidemment, qui découlent de cette annonce. Donc quand vous avez en face de vous le rouleau compresseur américain, ça fait très très mal pour un pays dont le pétrole est évidemment le secteur essentiel de l'économie. Le pétrole, ça représentait, avant donc, le printemps 2018, 60 à 70% des exportations totales de l'Iran. Donc, et le but est clair de l'administration Trump, c'est mettre l'économie iranienne à genoux. Le raisonnement américain est le suivant, il est très logique si on accepte le point de départ. Le point de départ, c'est l'Iran est un pays très dangereux. Si l'Iran est un pays très dangereux, donc il faut l'affaiblir pour qu'il soit moins menaçant. Quand je veux affaiblir l'Iran, qu'est-ce que je cible? Le pétrole. Je peux cibler les pistaches. Les pistaches iraniennes sont excellentes, mais ça n'a pas le même rôle dans l'économie iranienne. Je peux cibler les tapis persans, qui sont très beaux, c'est important, mais ça n'a pas le même contenu géopolitique et économique que le pétrole. Je veux affaiblir un pays comme l'Iran, ou de façon générale, je veux affaiblir un pays dépendant du pétrole, je cible le pétrole. Et c'est ce que les Américains ont très bien compris. Tout ceci est parfaitement logique si on accepte le point de départ. Pour les États-Unis, pour l'administration Trump, l'Iran est l'un des pays les plus dangereux au monde. Si vous posez la question au Pentagone, donc le ministère de la Défense, quelles sont les plus grandes menaces pour les États-Unis aujourd'hui dans le monde, ils vont vous donner 5 réponses. Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, groupe djihadiste. L'Iran figure pour les États-Unis dans les 5 plus grandes menaces mondiales. On peut dire qu'ils exagèrent, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils le croient. Ce ne sont pas des petits plaisantins, hein. Ils ne sont pas en train de rigoler. Ils le pensent vraiment, c'est leur vision du monde. On n'est pas obligé de l'accepter. Mais si on l'accepte, le reste du raisonnement, évidemment, se déroule avec une logique implacable. Donc, nous arrivons, début mai 2019, plus d'exemption pour personne. Et c'est justement en mai 2019 que commencent des incidents un peu bizarres dans la région du Golfe arabo-persique. Donc, de 2 choses l'une, soit on croit que c'est une coïncidence, et à ce moment-là, on peut croire au Père Noël, c'est tout aussi vraisemblable, ou alors on se dit qu'il y a un certain lien de causalité entre le rétablissement de sanctions très dures contre l'Iran visant à ce qu'ils ne puissent plus exporter un baril de pétrole, et ils n'en sont pas loin, puisqu'ils ont réduit de 90% les exportations, donc il en reste 10%. Bon. Et ils ne sont pas contents, il faut aller encore plus bas, hein, pour l'Iran. Et le fait que, mystérieusement, à partir de mai 2019, il se passe des choses bizarres autour du pétrole dans le Golfe arabo-persique. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de mai 2019 ? Il y a, je dirais, 4 phases. La première phase, qui commence en mai, c'est des incidents impliquant des tankers, donc des navires pétroliers. Des tankers qui se retrouvent avec un trou dans la coque. Des mines, par exemple. Bon. Ça arrive 4 fois en mai 2019, à 4 navires différents, 2 fois en juin 2019. C'est le début de cette montée en tension. À chaque fois, on voit que ça n'a pas été fait par des amateurs. Les navires ne coulent pas. Aucun marin n'est tué. Pas de marée noire importante. Simplement, le navire a un trou, et donc il faut qu'il revienne à son port pour se faire réparer. Il ne va pas continuer à traverser la mer, le Golfe, et aller soit vers l'Asie, soit vers l'Europe, soit vers le continent américain, avec un trou dans la coque, avec une cargaison de pétrole. Évidemment, ce serait irresponsable. Mais on voit que c'est fait par des professionnels. Parce que si vous mettez une mine sur un bateau, ce que je ne vous conseille pas évidemment, mais si vous la mettez au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison, ça ne donne pas le même résultat. Hein. Donc ce n'est pas des gens qui bricolent dans le week-end dans leur jardin qui ont fait ça. Et ça, on se dit, derrière, il y a une force organisée, étatique, et tout le monde, pas tout le monde, mais presque tout le monde pense à l'Iran et aux gardiens de la révolution iranienne.
L'Iran nie énergiquement, en disant je suis innocent, aussi innocent que l'enfant qui vient de naître, même plus innocent si c'était possible. Mais on ne croit pas beaucoup. On se dit, qui a intérêt à provoquer ces tensions? Qui a les moyens de provoquer ces tensions? Bon, en éliminant les suspects habituels, comme dans une enquête policière, on arrive vite à un coupable très vraisemblable, mais aucune revendication. Et donc ça commence par cette, on va dire, cette guerre des tankers. Mais des actions qui sont très limitées, qui sont très maîtrisées, mais qui envoient un message. Le message étant le suivant, même si ce n'est pas dit officiellement par l'Iran, si je ne peux pas exporter mon pétrole, alors il se peut que d'autres pays de la région aient des problèmes pour exporter leur pétrole. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi, Iran, qui ne puisse pas exporter le pétrole. Mais l'Iran ne le dit pas. Je fais ça parce que je veux vous empêcher de... Simplement, dans les milieux pétroliers diplomatiques, on a affaire à des gens intelligents. Il n'y a pas besoin de prendre un mégaphone pour dire bonjour, je fais sauter vos tankers. Simplement, les gens comprennent le message. Le monde entier le comprend. Donc c'est la première phase. Deuxième phase, guerre des drones. L'Iran abat un drone américain pendant l'été qui était au-dessus de son territoire. Les Américains disent non, il n'était pas au-dessus du territoire, il était au-dessus des eaux internationales. Bon, peu importe. Après, les Américains se vengent en abattant un drone iranien qui s'approchait d'un de leurs navires. Les Iraniens disent non, c'est pas vrai, ils n'ont abattu aucun drone, sauf que les Américains montrent les pièces détachées. Bon, enfin, c'est la guerre de propagande classique en matière de tension militaire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on passe à l'arraisonnement de navires. Donc il y a une gradation. Ça commence pendant l'été. Les gardiens de la Révolution, qui disposent d'une marine, arrivent avec leurs embarcations, entourent un tanker et lui disent au capitaine, écoutez, on vous invite à venir en Iran. Et l'hospitalité iranienne, ça ne se refuse pas. Donc évidemment, voilà, vous êtes capitaine d'un tanker, vous n'êtes pas un navire de guerre. Et donc ils amènent notamment l'un des tankers qui est devenu le plus célèbre au monde, le Stena Impero, tanker britannique, se trouve amené de force en Iran et retenu en otage pendant quelque temps. Il sera libéré plus tard, ainsi que ses marins. Alors de temps en temps, et l'Iran essaie de faire ça à quelques reprises. Alors là, évidemment, il ne peut pas dire que ce n'est pas lui. Bon, parce que quand vous entourez un navire et que vous l'amenez dans un port iranien, forcément, vous signez votre acte, ça c'est clair. Et donc, ils essaient de faire ça quelquefois. Parfois, il y a un navire de guerre américain ou britannique qui n'est pas loin, donc ils rebroussent chemin. Et puis, quand il y a un tanker qui est un peu isolé, ils tentent leur chance. Et dans certains cas, ça marche. Donc, troisième étape. Quatrième étape, et la plus spectaculaire dans cette montée en tension, nous arrivons au 14 septembre 2019, avec deux attaques contre des installations pétrolières clés de l'Arabie Saoudite. La première, c'est l'usine d'Abqaiq, qui est une usine de traitement du pétrole, qui est la plus grosse usine de traitement du pétrole brut au monde. Et le deuxième objectif, le 14 septembre également, c'est un gros champ pétrolier, l'un des plus gros champs au monde, le champ de Kouraïs. Ces attaques du 14 septembre sont probablement sans équivalent depuis, dans le domaine pétrolier, je veux dire, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc elles marquent vraiment un point d'orgue dans cette montée en tension depuis mai 2019 pour les raisons que j'ai indiquées, donc liées directement ou indirectement à l'Iran. De la part de ceux qui ont conçu ces attaques du 14 septembre, on voit que ce ne sont pas des imbéciles, parce que si vous voulez embêter l'Arabie Saoudite, vous visez l'usine d'Abqaiq, qui est la plus grande usine de traitement de pétrole du monde. Alors, deux mots d'explication technique, sans trop vous embêter avec ça. Le pétrole brut, on trouve ça dans le sous-sol. Donc on l'extrait avec des forages, on le ramène à la surface. Ensuite, on l'emmène vers une usine, qui est une usine de traitement, où on va enlever des choses un peu gênantes, comme par exemple un peu trop de soufre. Et après, on prend ce pétrole et soit on l'exporte en tant que pétrole, soit on l'emmène vers une autre usine qui s'appelle une raffinerie, où à partir de ce pétrole, on a des produits raffinés, les carburants automobiles, les carburants avions, le fioul lourd, le fioul domestique, etc.
Donc là, on parle d'une usine de traitement du pétrole. À l'entrée, vous avez du pétrole. À la sortie, vous avez du pétrole. Mais du pétrole avec un peu moins de soufre, un peu moins d'impureté. Et si on veut embêter les Saoudiens, le premier élément de leur complexe pétrolier qui est gigantesque à viser, c'est l'usine d'Abqaiq. Et le champ de Kouraïs, qui n'est pas le plus gros champ saoudien, mais qui est l'un des plus gros champs saoudiens et l'un des plus gros champs pétroliers au monde. Donc là, on est le 14 septembre 2019. Ces attaques sont effectuées par une vingtaine de drones et de missiles de croisière. Donc une attaque extrêmement bien réalisée, conçue et réalisée. Par rapport à des missiles plus classiques qui ont, si vous voulez, ce genre de courbe, et que vous voyez arriver en termes de couverture radar, drones et missiles de croisière, basse altitude, très difficile, même pour des systèmes, parce qu'il y en a, il y a évidemment en Arabie Saoudite des systèmes de défense, de protection anti-missiles, anti-aériens, etc. Très difficile, et donc une attaque très sophistiquée. Là, on a une revendication immédiate au Yémen, au sud de l'Arabie Saoudite. Les Houthis revendiquent l'attaque en disant « c'est nous, c'est nous, c'est nous ». Personne ne les croit, parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens de procéder à une attaque aussi sophistiquée. Certes, depuis des mois, ils envoient des missiles et des drones contre l'Arabie Saoudite, mais ils en envoient un ou deux à chaque fois, qui sont le plus souvent interceptés et détruits par le système de défense de l'Arabie Saoudite. Là, une attaque visant deux cibles pétrolières clés, avec une vingtaine de projectiles, ça, ce n'est pas les Houthis qui ont fait ça. Alors c'est curieux que quelqu'un revendique une attaque qu'il n'a pas fait, parce qu'il revendique un acte de guerre. Alors ça peut être une façon de se donner de l'importance, voilà ce que je suis capable de faire. Ça peut être aussi une façon de rendre un service à celui qui vous soutient. Puisque les Houthis, dans la guerre au Yémen, sont soutenus par l'Iran. Donc ça peut être une façon de dire, c'est moi pour dissimuler une autre responsabilité. Les vrais responsables, là encore, tout le monde pointe quasiment l'Iran, à part l'Iran qui nie énergiquement, comme d'habitude. Le système de défense saoudien, il était notamment orienté vers le sud dans le cadre de la guerre au Yémen, puisque l'Arabie saoudite intervient à la tête d'une coalition principalement arabe dans la guerre au Yémen contre les Houthis. Et donc les Houthis se vengent en visant l'Arabie saoudite. Et donc ils se vengent depuis le sud. Quand on regarde les photos satellites sur ce qui s'est passé le 14 septembre, on voit que les impacts sur ces deux objectifs pétroliers ne sont pas du côté sud. Or, s'ils avaient été tirés depuis le Yémen, logiquement, puisque c'est au sud de l'Arabie saoudite, on voit que ça vient d'une autre direction. Donc la thèse des Houthis en disant c'est nous, c'est nous, c'est nous, ne tient pas du tout. Certains disent que ça c'est venu directement de l'Iran, ce qui me paraît curieux parce que les Iraniens sont trop malins pour tirer des missiles sur l'Arabie saoudite directement de leur territoire. L'une des hypothèses les plus vraisemblables, c'est qu'elle puisse venir du sud de l'Irak, à majorité chiite, dans lequel il y a des milices chiites qui sont très proches des gardiens de la Révolution et qui sont soutenus et aidés et armés par les gardiens de la Révolution. Donc, on est le 14 septembre, ces deux attaques ont un impact pétrolier majeur. Elles entraînent immédiatement une chute de près de 60% de la production pétrolière de l'Arabie saoudite, troisième producteur mondial de pétrole, derrière les États-Unis et la Russie, et premier exportateur mondial de pétrole. On est le 14 septembre, on est samedi, c'est un samedi. Les marchés pétroliers sont fermés. Le lundi 16 septembre, au matin, les traders reprennent le travail. Évidemment, ils savent ce qui s'est passé pendant le week-end. Donc les marchés ouvrent d'abord en Asie, pour des raisons de décalage horaire, puis en Europe, puis aux États-Unis. Et sur la journée du lundi 16 septembre, le prix du pétrole Brent, qu'on produit en mer du Nord, bondit de 15% en une journée, ce qui est exceptionnel. On n'a jamais vu ça depuis que le Brent est coté sur des marchés boursiers, pas bourse d'actions, mais bourse de marchandises, depuis la fin des années 1980. Donc, réaction évidemment très forte du marché, parce qu'on a attaqué l'Arabie saoudite, qui est le gardien du marché pétrolier mondial.
avec une attaque extrêmement sophistiquée, extrêmement audacieuse, et qui a largement réussi. Et puis, dans les jours qui suivent, les prix du pétrole baissent. Ce qui est a priori surprenant. Parce que voilà, il y a une très forte réaction lundi 16 septembre, et puis après, ça commence à diminuer. On peut se dire quand même, vu ce qui s'est passé, logiquement, si on se met dans la tête d'un trader, peut-être que les prix du pétrole, ils devraient rester assez hauts pendant quand même plus qu'un jour. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Il y a des raisons pétrolières, économiques, politiques. Les raisons pétrolières, c'est que très rapidement, la compagnie pétrolière nationale d'Arabie Saoudite, Saudi Aramco, prend la parole dans une conférence de presse pour dire ce qui s'est passé est grave, mais nous allons régler ça en 15 jours. En 15 jours, donc d'ici fin septembre, nous allons revenir à notre niveau de production pétrolière d'avant le 14 septembre 2019. Et là, les gens se disent, quand même, 15 jours, c'est vraiment très court. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de raconter des histoires? Mais en même temps, Saudi Aramco, ce n'est pas des petits rigolos. C'est une société qui a une énorme crédibilité sur les marchés pétroliers, donc les gens se disent peut-être que finalement c'est vrai, et donc évidemment ça contribue à faire baisser les prix. La deuxième raison, c'est qu'il y a des stocks pétroliers abondants à travers le monde, notamment des stocks stratégiques, dans des pays, notamment les pays membres de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, où la France fait partie, et tous les pays membres de l'AIE sont obligés de constituer des stocks stratégiques de pétrole, parce que le pétrole, c'est l'énergie reine, on ne peut pas se permettre d'être privé de pétrole du jour au lendemain, donc l'un des moyens de parer à des crises diverses et variées, c'est de constituer sur son territoire des stocks stratégiques auxquels on ne touche pas, sauf en cas de crise. Donc ça rassure aussi les marchés en disant on ne va pas manquer de pétrole tout de suite parce qu'on pourra puiser dans les stocks. Troisième raison, les États-Unis, qui avec leur pétrole non conventionnel, montent en puissance en termes de production pétrolière depuis 2008. Depuis 2008, chaque année, les États-Unis produisent plus de pétrole que l'année précédente. Et ça contribue aussi à rassurer les marchés. Ça, c'est les raisons pétrolières. Les raisons économiques, comme vous le savez, la croissance économique mondiale se ralentit. Ce sera le cas en 2019 et en 2020, très certainement, par rapport à 2018 et aux années antérieures. Et le raisonnement des traders, il est très simple, mais assez logique. Ralentissement économique mondial, donc par conséquent, on aura moins besoin d'énergie, on aura moins besoin de pétrole, et donc ça peut passer. Si on avait une croissance économique plus forte, le risque de rupture d'approvisionnement, avec ce qui s'est passé le 14 septembre, serait plus important. Toujours sur le plan économique, les tensions commerciales sino-américaines. Depuis plusieurs mois, la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre la Chine et les représailles chinoises. Là encore, le raisonnement des traders est très logique sur le marché pétrolier. Les deux premières puissances mondiales se livrent une guerre commerciale. Donc, ce n'est pas bon pour le commerce mondial, donc ce n'est pas bon pour la croissance économique mondiale, donc on aura besoin de moins d'énergie, donc on aura besoin de moins de pétrole. Et d'ailleurs, sur les marchés pétroliers, cette guerre commerciale sino-américaine plombe les prix du pétrole depuis plusieurs mois. Les éléments politiques, les traders comprennent rapidement, comme le monde entier, que Donald Trump ne veut pas la guerre contre l'Iran. Parce qu'évidemment, si on pensait qu'il allait y avoir demain une guerre contre l'Iran, les prix du pétrole flamberaient. Et peut-être battrait tous les records qu'on a enregistrés dans l'histoire pétrolière récente. Tout le monde comprend ça, à commencer par les responsables iraniens. Trump est un homme d'affaires qui s'est retrouvé en politique, mais il raisonne toujours comme un homme d'affaires. En plus, il est en campagne pour sa réélection, et l'élection présidentielle américaine, c'est novembre 2020, c'est-à-dire demain. Il se dit, et politiquement, c'est pas faux comme raisonnement, il y a déjà une guerre en Afghanistan,
On est en Irak, en Syrie, même s'il a retiré une partie des forces, mais pas toutes, comme il voulait le faire, américaines en Syrie. Si j'ouvre un front à nouveau contre l'Iran, et ce ne sera pas une partie de plaisir, c'est pas très bon pour ma réélection, parce que les Américains vont se dire encore des aventures militaires au Moyen-Orient, etc. Donc Trump ne veut pas la guerre. Les responsables iraniens le comprennent immédiatement. Donc ça veut dire que pour eux, entre maintenant et novembre 2020, ils peuvent mettre un peu de désordre dans la région. Mais attention, il ne faut pas en mettre trop. C'est un jeu extrêmement délicat. Parce que s'il continue à monter en puissance, il y a un moment où Trump, même s'il ne veut pas frapper l'Iran délibérément, sera obligé de le faire. Sinon, on lui dira « vous êtes un faible ». Or, Trump a passé son temps à traiter Obama de faible. Il ne peut pas se permettre politiquement, en termes électoraux, qu'on dise « mais l'Iran fait ci, ça, ça, ça et ça, et les Américains, sous votre présidence, ne font rien ». Donc le jeu iranien est extrêmement subtil, extrêmement contrôlé, mais extrêmement risqué. Il faut faire monter les tensions dans cette région clé pour le système pétrolier mondial, pour essayer de pousser les Américains à arrêter de sanctionner l'Iran, mais il ne faut pas faire trop monter les tensions pour obliger Trump, qui ne le souhaite pas, à frapper militairement l'Iran. Du côté de Trump, il ne veut pas la guerre. Supposons qu'il soit réélu, ce qui n'est pas impossible, en novembre 2020. Ce serait son deuxième mandat. Un président américain ne peut pas faire un troisième mandat. S'il est réélu, à ce moment-là, il n'aura plus de contrainte électorale au-dessus de la tête. Et ça, pour les dirigeants iraniens, ce n'est pas bon du tout. Donc pour eux, l'horizon novembre 2020 est capital, parce qu'après, il faudra faire beaucoup plus attention. Et s'ils pouvaient voter aux États-Unis, ils voteraient démocrate, hein, ça c'est clair. Pas n'importe quel démocrate, par exemple M. Joe Biden, qui a l'avantage à leurs yeux d'avoir été vice-président de Barack Obama, et c'est pendant cette période qu'il y a eu l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran. Mais en tout cas, pour eux, la réélection de Trump, ça veut dire des années supplémentaires de sanctions, et ça veut dire un risque plus élevé de frappe militaire de la part de l'administration Trump. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité pendant 1 an encore, mais il faut l'utiliser de façon très habile, très maîtrisée, très modérée. C'est un jeu extrêmement délicat. Et on voit la complexité de la situation, c'est que ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent la guerre. Mais les stratégies développées par ces deux pays peuvent pousser à la guerre. Les États-Unis ne veulent pas frapper l'Iran. Ils veulent étrangler l'économie iranienne par des sanctions économiques. Mais en faisant ça, ils poussent les Iraniens à mettre le désordre dans la région du Golfe. Les Iraniens ne veulent pas la guerre, mais comme ils veulent se débarrasser des sanctions américaines, ils n'ont d'autre possibilité, selon eux, que de gêner les autres en termes de pétrole, de faire monter les tensions avec le risque qu'un jour, Washington dit, ça commence à suffire, maintenant je frappe. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer une guerre, hein, ce n'est pas mon rôle, mais simplement de dire qu'on ne peut pas écarter, même si ni Téhéran ni Washington n'a décidé de frapper l'autre, on ne peut pas écarter, dans les mois qui viennent, l'hypothèse d'une guerre autour de l'Iran dans la région. Trump ne veut donc pas la guerre pour le moment, et c'est on le voit tout de suite à travers ses déclarations. Avec ce qui se passe le 14 septembre, il dit c'est l'Iran qui est responsable. Il le dit tout de suite, ce qui est très vraisemblable. Et il ajoute je vais parler avec les Saoudiens pour voir ce qu'ils veulent faire. Le 14 septembre, ce qui s'est passé, c'est un acte de guerre. Normalement, les États-Unis, protecteurs de l'Arabie saoudite, devraient frapper celui qu'ils estiment être le responsable de cet acte de guerre. Et pour eux, il n'y a aucun doute, c'est l'Iran à 150%, 200%. Et Trump dit, je vais parler avec les Saoudiens pour voir ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire. Donc,
tout le monde comprend, voilà, on peut encore continuer un peu à mettre du désordre dans la région. Donc nous sommes le 14 septembre. Il y a encore une étape ultérieure, le 11 octobre. Le 11 octobre, nouvelle attaque contre un tanker. Mais là, il y a deux originalités par rapport à ce qu'on a vu précédemment. La première, c'est que c'est un tanker iranien, pour la première fois, depuis le mois de mai. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas dans le golfe arabo-persique, c'est en mer Rouge. C'est pas loin, mais... L'Iran fait état, le 11 octobre, d'une attaque contre l'un de ses tankers, qu'ils appellent Samiti, en mer Rouge, pas très loin des côtes de l'Arabie Saoudite. L'Iran ne dit pas « c'est tel pays ». Il dit « je vais découvrir le responsable et après je vais me venger ». À ce jour, donc nous sommes début décembre, l'Iran n'a pas explicitement désigné un responsable. Alors, qui peut être le coupable? Passons en liste les suspects habituels. Ça peut être l'Arabie Saoudite, qui se venge du 14 septembre. Vous m'avez attaqué, j'attaque un tanker. Match nul, balle au centre. Ce tanker a été frappé en mer Rouge, non loin des côtes saoudiennes. Donc c'est une hypothèse vraisemblable. On n'a pas de certitude, évidemment, mais c'est vraisemblable. Deuxième hypothèse, les États-Unis, qui veulent réduire à zéro les exportations pétrolières de l'Iran, qui le font principalement par l'arme économique, mais qui ont pu, avec des forces spéciales, des armées américaines, avec des services tels que la CIA, etc., il ne manque pas de moyens dans ce domaine, mettre un peu la main un peu plus à la pâte en sabotant un tanker iranien, qui vraisemblablement allait vers la Syrie, vu son parcours en remontant la mer Rouge pour passer ensuite le canal de Suez, aller en Méditerranée, vraisemblablement, comme personne en Méditerranée n'achète du pétrole iranien parce que tout le monde a peur de Trump, c'est vraisemblablement vers le régime syrien qui est soutenu à bout de bras par l'Iran. Le régime de Bachar al-Assad est soutenu par deux pays, comme vous le savez, l'Iran et la Russie. Et l'Iran livre du pétrole au régime de Bachar al-Assad. Donc vraisemblablement, ce tanker allait vers la Syrie. Donc deuxième hypothèse possible. Troisième hypothèse, Israël, qui considère l'Iran comme son ennemi le plus dangereux. Et chacun sait qu'il y a un risque très élevé d'affrontement Iran-Israël, d'affrontement direct, en sachant que, en termes d'affrontements divers et variés, sans aller jusqu'à une guerre chaude, cela existe déjà. Les Israéliens, qui d'habitude sont discrets sur les questions militaires, ont reconnu avoir frappé des forces iraniennes, y compris les gardiens de la Révolution, ou des groupes proches de l'Iran en Syrie, près de 200 fois, dans la période récente. D'habitude, les Israéliens frappent et ne font pas de commentaires. Là, c'est probablement parce que M. Netanyahou était en campagne électorale, une campagne assez difficile, la preuve, les élections n'ont pas été très conclusives, qu'il a mis cet élément sur la table dans le débat pour dire « je suis un homme fort, regardez, je frappe l'Iran ». Mais c'est en tout cas une réalité. Les Israéliens ont frappé l'Iran ou des forces proches de l'Iran en Syrie, en Irak et au Liban, le Hezbollah libanais proche de l'Iran. Donc ça peut être évidemment Israël. Quatrième et dernière hypothèse, des groupes terroristes. Dans la région, ça veut dire soit l'État islamique, soit Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Bon, c'est les quatre hypothèses les plus vraisemblables, les trois premières étant plus vraisemblables que la quatrième. Plutôt, je dirais, une force étatique. Donc ça, nous sommes le 11 octobre 2019. Pour ce tanker Samiti iranien frappé, qui là aussi est obligé qui ne coule pas, mais qui est obligé de revenir en Iran pour des réparations. Nous sommes début décembre, entre le 11 octobre et le début décembre, calme dans cette région. Il ne s'est rien passé de ce type d'incident que je viens de décrire depuis mai. On n'a pas suffisamment de recul pour dire il ne se passe rien pour telle raison. On est vraiment dans une histoire qui est en train de s'écrire. Il y a, je dirais, deux hypothèses clés. Première hypothèse, l'Iran
fait monter les tensions dans la région. Quelqu'un s'est vengé contre l'Iran. L'Iran se dit, pour l'instant, on va peut-être calmer le jeu, on attend. Et on voit. Combien de temps ça va durer, personne ne le sait. Deuxième hypothèse, c'est le calme qui précède la tempête et que peut-être ce matin ou cet après-midi, on apprendra qu'il y a eu un nouvel incident dans la région. Personne ne le sait aujourd'hui. Mais on ne peut que constater que pour l'instant, pour la première fois depuis plusieurs mois, il y a un certain calme, mais un calme, évidemment, c'est pas le calme où tout va bien, évidemment, c'est un calme où chacun se retient dans cette région clé pour le système pétrolier mondial. Le Moyen-Orient en général, essentiellement la région du Golfe arabo-persique, c'est à peu près 50% des réserves prouvées de pétrole dans le monde, selon la compagnie britannique BP, 48%. Et c'est 38%, toujours selon BP, des réserves prouvées de gaz naturel dans le monde. C'est la première région pour le pétrole, tout le monde le sait. C'est aussi la première région pour le gaz naturel, en termes régionaux. C'est une région doublement stratégique. C'est le cœur du système pétrolier mondial et le monde, actuellement, et pendant encore un certain temps et un temps certain, ne peut pas se passer du pétrole. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se passer du pétrole? Pour deux raisons clés. Les transports, la pétrochimie. Alors les transports, si on met à part le ferroviaire, parce que là, la traction électrique joue un rôle important. Cela dit, les locomotives diesel, il y en a encore beaucoup dans le monde. Et il n'y a pas besoin d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour en trouver. Mais laissons de côté le ferroviaire, les transports routiers, aériens, maritimes, part de marché des carburants pétroliers au niveau mondial, 90 à 100%. Essence et gazole pour les transports routiers, deux produits qu'on obtient après le raffinage du pétrole brut, carburéacteur kérosène pour les avions, deux produits venant du raffinage du pétrole brut, gazole marin, soute pour les navires, des produits qu'on obtient en raffinant du pétrole brut. Donc, transport routier, aérien, maritime, c'est complètement lié au pétrole et ça ne va pas changer en un an, en 5 ans ou en 10 ans. Ce n'est pas possible. Et sans transport, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de transport de personnes, pas de transport de marchandises. On va le voir demain. Évidemment, sans transport, il y a quelques petits problèmes pour la vie quotidienne et pour l'économie. Et le secteur des transports est intimement lié au pétrole. Deuxième point clé, la pétrochimie. Quand on raffine du pétrole brut, à la sortie, on a des produits raffinés, toute une gamme. Il y en a un qui s'appelle le naphtha. Le naphtha, c'est la base de la pétrochimie. Il n'y a pas d'économie moderne sans pétrochimie puisque ça donne les matières plastiques que nous utilisons 500 fois par jour, du matin au soir. Donc on a une chaîne de valeur, pétrole brut, raffinage, naphtha, pétrochimie, matières plastiques. La pétrochimie ne fait pas partie du secteur de l'énergie. Mais même lorsqu'on sort du secteur de l'énergie, on a encore besoin de pétrole. Avec notamment le naphtha pour la pétrochimie, les lubrifiants pour les moteurs, ça vient du pétrole. Le bitume qu'on met sur les routes, ça vient du pétrole. Et là, on est en dehors du secteur de l'énergie. Donc non seulement le pétrole, c'est l'énergie reine, mais on en a besoin en plus pour des usages non énergétiques. Donc aujourd'hui, le monde entier ne sait pas se passer du pétrole. C'est la seule énergie parfaitement indispensable. Toutes les autres, on peut s'en passer. On n'a pas absolument besoin de charbon. On n'a pas absolument besoin de gaz naturel. On n'a pas absolument besoin de nucléaire, d'hydraulique, de solaire, d'éolien. Toutes ces énergies, on peut les remplacer par d'autres, plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement. Mais il y a une seule énergie dont personne ne peut se passer, c'est le pétrole. Et si vous prenez la liste de tous les pays dans le monde, vous regardez leur consommation d'énergie, vous verrez que tous les pays au monde consomment du pétrole, mais que tous les pays au monde ne consomment pas du charbon, du gaz, du nucléaire, etc. Et comme le pétrole est indispensable, le Moyen-Orient et la région du Golfe, c'est indispensable, puisque c'est là où il y a le plus de pétrole, et c'est la raison pour laquelle ces tensions récentes et actuelles, pas actuelles là, actuellement dans les dernières semaines, mais ces tensions très récentes dans cette région clé sont importantes, évidemment, pour les pays et les peuples de cette région, mais beaucoup plus largement pour l'économie et pour la géopolitique mondiale.
Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que l'objectif c'est aussi d'avoir des échanges. Mais voilà ce que je voulais vous dire depuis 2018, avec évidemment, et on ne le dira jamais assez, le point central qu'est l'Iran dans cette région. Si vous vous intéressez à l'énergie, au pétrole, si vous vous intéressez à la géopolitique mondiale, si vous vous intéressez au Moyen-Orient, enfin, quel que soit l'angle, l'Iran est un pays absolument clé. Et ça, on ne le dira jamais assez. Donc je conclurai ma présentation par cet accent mis sur l'Iran dans cette région clé qu'est le Golfe arabo-persique et le Moyen-Orient. Donc voilà. Merci beaucoup. Francis Perrin, merci pour cette intervention absolument fascinante. Je pense que vous allez avoir un certain nombre de questions dans la salle. Je l'espère. Je vais commencer par celle-ci, toutefois. Alors, concernant toute cette stratégie des États-Unis qui vise à étouffer donc, les exportations de pétrole de l'Iran afin de mettre l'économie iranienne à genoux. L'objectif, si on va plus loin, c'est surtout à terme d'obtenir l'effondrement du régime des mollahs, qui est le régime fondamentaliste à la tête de l'Iran, qui est vraiment la source du problème du point de vue des États-Unis. Donc ça, c'est leur objectif final, si on peut dire. Mais est-ce que, avec cette stratégie-là, est-ce qu'en essayant d'étouffer l'économie iranienne, est-ce qu'ils ne sont pas, au contraire, en train de renforcer le sentiment nationaliste iranien et de provoquer une espèce de resserrement des Iraniens autour du drapeau et autour du régime des mollahs, et donc au contraire de renforcer le régime des mollahs? Qu'en est-il à moyen terme, à long terme? Leur stratégie peut-elle réussir, ou au contraire sont-ils en train de renforcer leur ennemi? C'est un sujet évidemment très compliqué, mais c'est une question importante. Alors, quel est l'objectif final des États-Unis? Il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est officieux. Officiellement, si vous posez la question à l'administration Trump, ils vont vous dire « Notre objectif n'est pas la chute du régime, c'est le changement de comportement du régime. » Et ça devient la phrase suivante « Nous ne voulons pas changer de régime, nous voulons changer le comportement du régime. » Ça, c'est les déclarations officielles du département d'État, à commencer par celle de M. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, qui est quelqu'un qui est extrêmement dur sur la question iranienne et qui a quand même réussi l'exploit d'être dans l'administration depuis que Trump est au pouvoir. Parce que vous savez, c'est quand même pas simple de rester avec Trump, hein, et vu le nombre de gens qui licencient par tweet, depuis qu'il est entré en fonction en janvier 2017, Mike Pompeo a été d'abord le directeur de la CIA, donc un poste très important, et maintenant secrétaire d'État. Donc c'est quelqu'un qui a le plus accès à Donald Trump, qui voit extrêmement régulièrement pour faire le point sur l'actualité mondiale. Et donc jusqu'à présent, c'est un des hommes en qui Trump a confiance, ce qui est assez rare chez lui. Donc ça, c'est les déclarations officielles. Ensuite, au-delà de l'officiel, clairement, à Washington, si le régime iranien tombait, je pense que ça ne les attristerait pas trop. Ce qui est clair en tout cas, c'est que pour eux, le régime iranien est très dangereux, donc on va l'affaiblir en étranglant son économie. Quel est le raisonnement? Si on les empêche d'exporter du pétrole, ils auront moins ce que les Américains ont largement réussi à faire depuis le printemps 2018, donc ils auront moins de recettes d'exportation, et par conséquent, leur pouvoir de nuisance sera moins important puisqu'ils auront moins d'argent. Et là encore, ce raisonnement est parfaitement logique si on accepte le point de départ. L'Iran est un pays très dangereux. Le reste, ça découle extrêmement logiquement. Donc ils pourront moins aider des groupes terroristes, ils pourront moins aider le Hezbollah au Liban, ils pourront moins aider le Hamas dans la bande de Gaza, ils pourront moins aider les groupes chiites en Irak, etc. parce qu'ils auront moins d'argent dans les caisses. Et le pétrole, c'est la première source de recettes d'exportation de l'Iran. Donc le point vraiment, c'est-à-dire affaiblir l'économie du régime pour l'empêcher de nuire le plus possible. Et si ça peut entraîner la chute du régime, eh bien, on sablera le champagne. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que ça va réussir? Ça, c'est une grande question. Parce que nous parlons de géopolitique,
et nous parlons de prospective. Et personne n'a de boule de cristal dans ce domaine, il faut être tout à fait honnête. Si vous rencontrez demain un voyant ou une voyante qui vous dit qu'elle peut prévoir la géopolitique de la région du Golfe, soyez assurés que cette personne est un escroc. Parce qu'aucun voyant, aucune voyante ne peut prédire la géopolitique dans une région aussi complexe que le Golfe arabo-persique, ça c'est clair. On peut avoir les deux éléments que vous avez évoqués. Soit les Iraniens se disent, voilà, on souffre du fait des sanctions américaines extrêmement dures contre l'Iran, on n'aime pas forcément le régime, mais quand même ce que nous font les Américains c'est injuste, donc ça peut entraîner un resserrement autour du régime. Ou alors, ce qu'espèrent les Américains, le régime est responsable, parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, on n'aurait pas les sanctions, et donc on se tourne contre le régime. De ce point de vue, les Américains ont observé avec beaucoup d'attention les manifestations récentes en Iran, qui ont pour l'instant été réprimées par le régime, à un prix humain élevé, comme vous le savez. Est-ce que c'est 200 morts? Est-ce que c'est plus? Personne ne le sait. Combien de blessés? Combien d'arrestations? Mais ce que l'administration Trump a apprécié, si je puis dire, dans les manifestations récentes, le point de départ a été l'augmentation très forte des prix de l'essence, qui est fortement liée aux sanctions américaines. Donc ils ont augmenté les prix de l'essence de 50% du jour au lendemain. Rappelons qu'en France, le mouvement des Gilets jaunes a commencé avec l'annonce d'une augmentation des taxes sur les carburants automobiles de 3 à 6 centimes par litre. Pas de plus 50%. Donc, ça c'est le déclenchement immédiat. Mais après, on a vu apparaître dans ces manifestations un certain nombre de slogans très intéressants du point de vue de Washington. Par exemple, nous sommes l'Iran, on veut qu'on s'occupe de l'Iran, et on ne veut pas qu'on s'occupe de l'Irak, de la Syrie, du Liban. Alors que pour le régime chiite en Iran, il faut essayer de soutenir d'autres pays ou groupes chiites, dont dans les pays que j'ai évoqués. Puisque l'Iran soutient le régime de Bachar al-Assad en Syrie, soutient des groupes chiites en Irak, soutient le Hezbollah libanais chiite au Liban, etc., etc. Soutient les Houthis dans la guerre au Yémen. Donc on a vu apparaître, après les revendications, je dirais, socio-économiques, qui sont importantes et qui demeurent, des revendications plus politiques et géopolitiques en disant, mais les dirigeants iraniens, au lieu de dépenser de l'argent dans l'ensemble du Moyen-Orient, ce serait bien qu'ils dépensent de l'argent en Iran pour la population iranienne. Et c'est exactement ce que dit Mike Pompeo. L'Iran est un pays qui a un potentiel énorme, c'est un pays qui pourrait être un pays riche si l'argent n'était pas jeté par la fenêtre par les mollahs, c'est ainsi que parle Mike Pompeo, donc que l'Iran s'occupe de ses affaires au lieu de mettre la pagaille dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc voilà, les manifestations récentes montrent que les sanctions américaines peuvent avoir un effet où ça se retourne contre le régime. Le régime, aujourd'hui, garde les moyens d'écraser une contestation par les gardiens de la Révolution, qui sont la colonne vertébrale du régime, et par les milices Bassidji, qui infiltrent toute la société iranienne. Donc le régime, s'il décide d'écraser la contestation, il a les moyens de le faire, il l'a déjà fait par le passé, en 2017, 2018, en 2009, etc. Donc ce n'est pas la première fois. Là, ça a été quand même particulièrement loin dans les dernières semaines. Dans le cadre de contestations régionales, on voit les manifestations en Irak, on voit ce qui se passe au Liban, etc. Donc il y a aussi un effet de contagion en Afrique du Nord, en Algérie, etc. Bon, il faut prendre aussi en compte ce contexte régional Moyen-Orient et Moyen-Orient, Afrique du Nord. Mais donc le régime, pour l'instant, a écrasé cette contestation, mais ça montre bien qu'il existe dans la société iranienne un fort mécontentement contre le pouvoir que les Américains cherchent à exploiter. Mais la réponse sera donnée à moyen et à long terme, et aujourd'hui, personne n'a la réponse à la question importante que vous posez. J'ai une question relative au blocus pétrolier américain. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer que le blocus est étanche, surtout quand un pays comme l'Iran a, il me semble, plus de 8 frontières, que ce soit avec l'Irak, la Turquie, la Russie ou bien d'autres. Qu'en est-il des voies secondaires
d'écoulement du pétrole. Je pense notamment peut-être à la mer Caspienne, où ça ne me paraît pas impossible d'envoyer du pétrole en Russie, de l'écouler par le biais des voies russes ou de pays tiers. Est-ce que c'est possible que ça se passe, et est-ce que c'est particulièrement surveillé, étant donné les affrontements entre blocs géopolitiques, Russes, Chine, etc. Alors, vous avez employé le mot de blocus. Pour l'instant, il n'y a pas réellement, mais ça pourrait changer demain, un blocus américain contre l'Iran. Un blocus supposerait, et les Américains ont les moyens de le faire, puisqu'ils sont présents dans cette région du monde, avec la 5e flotte de la marine de guerre américaine, l'US Navy, qui est basée à Bahreïn. Et donc les navires américains patrouillent constamment dans le Golfe, notamment pour empêcher que quelqu'un porte entrave au commerce pétrolier mondial à partir de cette région. Ces navires, jusqu'à présent, n'ont pas empêché les tankers iraniens d'aller se promener quelque part. À l'exception de la question du 11 octobre, est-ce que les Américains sont responsables ou pas? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de blocus. Il y a des sanctions économiques extrêmement dures. C'est essentiellement l'arme économique. Alors, est-ce que c'est étanche, ces sanctions, cet embargo? Ça ne l'est jamais à 100%, mais c'est redoutablement efficace. Aujourd'hui, à peu près tout le monde a peur de la puissance américaine, qui est la superpuissance de notre temps, et a peur de Donald Trump. Donc, États-Unis plus Trump, ça fait doublement peur. Et dans la pratique, depuis 2018, à peu près tout le monde a laissé tomber l'Iran. Tout en disant, les Américains, ce qu'ils font, c'est pas bien. Leurs sanctions extraterritoriales, c'est pas normal. Ils se conduisent comme des cow-boys, ces affreux Yankees, etc. Ça, c'est la rhétorique politique. Mais quand vous regardez concrètement en termes économiques, tout le monde a déserté l'Iran. Les Européens ont dit, on n'est pas d'accord, l'Iran respecte l'accord de Vienne, donc il n'y a pas de raison qu'on le sanctionne. Mais l'Union européenne a complètement arrêté, d'acheter du pétrole. Plus personne en Europe n'achète du pétrole à l'Iran. Le Japon a complètement arrêté d'acheter du pétrole à l'Iran. Même chose pour la Corée du Sud, même chose pour l'Inde. La Chine achète encore un peu de pétrole à l'Iran, mais beaucoup moins qu'avant mai 2018. La Turquie encore un petit peu, la Syrie encore un petit peu, mais on a vu moins 90% pour les exportations pétrolières de l'Iran. Même les Chinois, pourtant la deuxième puissance mondiale, qui ont protesté contre les décisions américaines, qui ont dit nous on est un pays indépendant, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de sanctions contre l'Iran, n'empêche que M. Xi Jinping, qui est pourtant pas faible, a donné des instructions à ses compagnies pétrolières nationales pour qu'elles réduisent drastiquement leurs achats de pétrole à l'Iran. Pourquoi? Pour la Chine, l'Iran c'est important, mais le plus important c'est la relation sino-américaine. Actuellement, il y a une guerre commerciale entre les deux pays. Trump a imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'exportations chinoises vers les États-Unis. Le plus important pour la Chine, c'est d'essayer de sortir de cette guerre commerciale, qui a un impact négatif sur ses exportations, sur son économie, et qui certainement contribue au ralentissement de la croissance économique chinoise que l'on observe dans la période récente. Du point de vue des Chinois, qui ne sont pas de grands sentimentaux, je parle des dirigeants chinois, ils peuvent dire à M. Trump, vous voulez la carte Iran? Je vous la donne. Vous me donnez quoi en échange? Pour les Chinois, l'Iran est une pièce dans un jeu de poker ou d'échecs, ça dépend comment on voit les choses, à haut enjeu avec Washington. Et donc, les Iraniens se disent, les Chinois vont nous soutenir. Mais si j'étais les dirigeants iraniens, je ne serais pas aussi affirmatif. Parce que les Chinois ont déjà montré que quand il faut laisser tomber l'Iran, ils sont très forts pour ça. Si, en échange, ils peuvent obtenir quelque chose de plus important. Alors, vous évoquiez le fait que l'Iran a des frontières avec plusieurs pays de la région, le Moyen-Orient, pays de la mer Caspienne, ce qui est tout à fait exact. Le problème du pétrole, c'est que il n'y a pas 36 façons de transporter du pétrole. Il y en a 3. Soit dans une conduite qui s'appelle un oléoduc, soit par bateau, tanker, par la voie maritime, soit par camion-citerne. Mais dans tous les cas,
ça se voit. Le pétrole, c'est pas comme le diamant, où vous mettez des diamants dans une valise, puis vous passez une frontière. Le pétrole, vous ne portez pas des barils de pétrole sur votre dos. C'est gros le pétrole. Comment vous voulez échapper au service de renseignement américain en exportant du pétrole? Un peu par camion-citerne, mais vous n'allez pas très loin avec ça, vous ne transportez pas beaucoup de pétrole. Mais vous avez des oléoducs, des tankers. Un tanker, vous voyez ce que c'est, hein? C'est pas une barque, hein? C'est énorme. Donc, concrètement, si on veut importer du pétrole iranien, ça se voit. Vous ne pouvez pas échapper à l'armée américaine et au service de renseignement américain. Ils savent tout en matière de pétrole. Et donc, comme tout le monde a peur des États-Unis et tout le monde a peur de Trump, les exportations iraniennes, au pétrole ont fondu comme neige au soleil. Donc, ce n'est pas efficace à 100% puisqu'il reste 10%. Mais ça a été réduit de 90%. Et ça, les Iraniens n'ont pas de solution par rapport à ça. C'est spécifique au pétrole. Ce serait autre chose, ce serait plus facile à dissimuler. Le taux de succès de l'embargo serait moins important. Le pétrole, voilà, ça, on ne passe pas inaperçu avec ça. Donc c'est vraiment un embargo qui est très, très efficace. Et les Iraniens, les dirigeants iraniens, l'économie iranienne, la population iranienne en ressent le prix, et le prix est élevé, très élevé. Merci pour votre réponse. Merci. Moi j'ai une question, je voudrais rebondir à ce sujet avec la Chine et la Russie. On a rencontré Alain Juillet il n'y a pas longtemps à une conférence et il a dit, c'est une information que je n'ai pas vérifiée parce que je ne trouve pas d'infos là-dessus, qu'il y avait une crypto-monnaie qui est en train d'être créée entre la Chine, la Russie et l'Iran pour acheter du pétrole. Je trouvais ça aussi curieux, mais je sais que la Chine joue un peu un jeu avec le pétrole en ce moment. Ils ont ouvert un marché interne à Shanghai. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà c'est une information que vous avez vous aussi entendue? Pardon. Alors, j'ai entendu ça, mais je n'y accorderai pas un prix forcément très élevé. Pétrole et dollars, il y a un lien très étroit depuis des dizaines d'années. Le commerce pétrolier mondial se fait normalement en dollars. Ce qui évidemment est très intéressant pour les États-Unis, puisque c'est leur monnaie en même temps que la monnaie internationale. Dans les atouts de la superpuissance américaine, la question du dollar est un élément clé qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et on le sait depuis longtemps, puisque si on remonte à plusieurs dizaines d'années, cela avait été déjà dénoncé par le général de Gaulle. Ce n'est pas tout à fait récent. Il avait dit, si vous faites en sorte qu'un pays, que sa monnaie nationale devienne la monnaie internationale, vous lui donnez un privilège exorbitant. C'est encore vrai aujourd'hui, sauf que ce qu'il disait, c'était il y a 40 ans ou plus, et on est toujours au même point. Et pour ce qui concerne le commerce pétrolier mondial, il se fait en dollars. Si la France achète du pétrole à l'Algérie, ce qui est le cas, on le paie en dollars et pas en euros. On peut se dire, c'est bizarre. Pourquoi ? En tout cas, c'est comme ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais c'est quelque chose de bien établi depuis des dizaines d'années dans les milieux pétroliers. Sanctions américaines, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le dollar. Sinon, vous tombez sous le coup immédiat des sanctions américaines. Donc, il faut essayer de passer par d'autres monnaies. Soit d'autres monnaies existantes, soit des monnaies à créer, type crypto-monnaie. Donc, évidemment, les Iraniens réfléchissent là-dessus, parce qu'ils sont sous contrainte. Mais leur problème essentiel, avant d'être un problème de monnaie, dollar, pas dollar, crypto-monnaie, etc., le problème essentiel, c'est qui est prêt à acheter du pétrole à l'Iran en bravant les États-Unis. Ça, c'est la première question. La question de la monnaie vient après. Si je suis prêt à braver Washington pour acheter du pétrole, je le fais comment? Dans quelle monnaie? Mais ça vient après. Déjà, il faut avoir la volonté et le courage politique de braver les États-Unis et Donald Trump. Et ça, les rangs s'éclaircissent par rapport à cette première question. Prenons le cas de l'Union européenne.
L'Union européenne ne soutient pas les sanctions américaines, elle condamne les sanctions américaines contre l'Iran. Et lorsque Trump fait son annonce en mai 2018, les Européens disent on va réfléchir pour mettre un mécanisme en place pour contrer ces sanctions. Début 2019, on nous annonce victoire, Eureka, on a une idée géniale, ça s'appelle Instex. C'est un mécanisme destiné à contourner les sanctions américaines contre l'Iran. Ça fonctionne en fait comme un système de troc, ce qui en 2019 n'est pas forcément évident sur le plan économique, mais passons sur ce petit détail. Comment ça doit fonctionner ? Supposons que l'Espagne achète du pétrole à l'Iran. Normalement, l'Espagne devrait payer ce pétrole en dollars à l'Iran. Mais ce n'est pas possible, sanction américaine. Donc l'Espagne achète du pétrole à l'Iran. Dans mon exemple, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'Espagne n'achète pas un baril de pétrole à l'Iran. Personne en Europe n'achète de pétrole à l'Iran. Mais supposons. L'Espagne achète du pétrole à l'Iran. Elle ne paie pas l'Iran. L'Iran obtient un crédit qui lui permet d'acheter des machines-outils en Allemagne. Système astucieux, sorti du cerveau des hauts fonctionnaires de la Commission européenne à Bruxelles. Et on dit, regardez, on est génial, regardez la bonne idée qu'on a. Bon. Sauf qu'à ce jour, aucune transaction n'a eu lieu avec ce système Instex, qui est très astucieux par le papier, sauf qu'il ne sert à rien. Aucune transaction. Rien. Pas une, deux ou trois, zéro. Et on est fin 2019. Les États-Unis ont rétabli leurs sanctions fin 2018. Tout le monde a quitté l'Iran. Alors les Iraniens, évidemment, ne sont pas très contents en disant, vous les Européens, vous ne faites que parler. Vous nous dites, on vous soutient moralement, mais nous, on n'a pas besoin de votre soutien moral, on a besoin de votre soutien économique. On a besoin que vous achetiez notre pétrole, mais vous ne faites rien. Et donc, que fait l'Iran par rapport à cette montée des tensions que j'évoquais? Ils annoncent depuis plusieurs semaines, nous allons prendre quelques libertés avec l'accord de Vienne. Par exemple, nous allons dépasser le seuil des stocks d'uranium enrichi fixés par l'accord. Ils ont passé le seuil. Quelques semaines après, nous allons dépasser le taux d'enrichissement de l'uranium prévu par l'accord de Vienne, 3,67%. Maintenant, ils sont à 4,5%. Ce n'est pas très dangereux parce que pour avoir une bombe nucléaire, il faut un taux d'enrichissement de l'ordre de 90%. Donc ils sont loin en dessous. Mais ils ont violé l'accord de Vienne, légèrement. Après, ils disent on va recommencer à travailler sur l'eau lourde. Après, ils disent on va recommencer à utiliser l'usine nucléaire de Fordoz qui est souterraine, ce qui inquiète les Américains parce qu'elle est souterraine. Si elle est souterraine, c'est probablement parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas très catholiques, si je puis dire, par rapport à l'Iran. Ça ne tombe pas bien, mais enfin bon, on se comprend, etc. Donc régulièrement, ils disent aux Européens, vous ne faites rien. Donc, toutes les quelques semaines, ils annoncent une violation légère de l'accord de Vienne pour pousser les Européens à faire quelque chose de sérieux. Donc dans le Golfe, ils font pression, comme on l'a vu avec les différents incidents, pour pousser les Américains à réduire leurs sanctions, ce qui pour l'instant ne marche pas du tout, pour pousser les pays arabes qui ont peur de cette montée en tension, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc., à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils réduisent leurs sanctions, ce qui ne marche pas. Et du côté nucléaire, ils prennent des libertés avec l'accord de Vienne pour faire pression sur les Européens, pour que ceux-ci soit fassent pression sur les Américains, ça ne marche pas, soit acceptent de commercer avec l'Iran, et pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, voilà, la question essentielle n'est pas la question de la monnaie. On peut trouver des solutions techniques. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas que le dollar dans la vie. Le premier point, c'est est-ce que des pays ont la volonté politique d'affronter la colère américaine avec Donald Trump à la Maison-Blanche? Et la réponse à cette question est personne. Même les Chinois, qui n'ont pas réduit à zéro leurs importations, ont très fortement réduit leurs importations de pétrole iranien. Donc la Chine, c'est quand même la deuxième puissance mondiale. S'il y a un pays qui pourrait se permettre de tenir tête à Washington, c'est quand même bien la Chine. Même eux ne le font pas. Les Européens ne font rien, les Japonais non plus, la Corée du Sud non plus. Et pourquoi? Parce que Japon, Corée du Sud, qui est leur protecteur contre la Chine ou la Corée du Nord?
les États-Unis. Vous êtes à Tokyo ou à Séoul, vous êtes un dirigeant de ces pays, vous apprenez des sanctions américaines. Là encore, votre décision, elle est vite prise. Vous n'allez pas réfléchir pendant 107 ans. Vous ne pouvez pas dire non à Washington. Quand on est sur une question qui est majeure pour eux, et pour l'Iran, c'est un sujet majeur, ce n'est pas un sujet secondaire. N'oubliez jamais que pour eux, l'Iran figure parmi les 5 principales menaces dans le monde pour la puissance américaine. À tort ou à raison, mais eux le voient comme ça. Donc personne n'a ce courage de dire non, ou niet, ou dans n'importe quelle langue, à Trump et aux États-Unis. Donc la question de la crypto-monnaie, tout ça c'est très secondaire. Ça vient en deuxième temps. Il faut déjà qu'il y ait cette volonté politique qui n'existe pas. Moi j'avais pas mal de petites questions. Vous avez dit... oui, donc il y a eu une attaque de 24 drones iraniens, c'est ça? Une vingtaine, le 14 septembre, contre 2 objectifs pétroliers en Arabie Saoudite. Okay. Drones et missiles de croisière. Qui fournit à l'Iran ces drones? L'Iran en construit lui-même. L'Iran a une industrie de défense, qui n'est pas évidemment une industrie de défense américaine, bien sûr, mais qui est une industrie de défense au niveau de la région du Golfe et du Moyen-Orient, qui est assez puissante. C'est la raison pour laquelle les Saoudiens, qui ont été attaqués directement le 14 septembre, et ils sont sûrs que c'est l'Iran, n'ont pas attaqué l'Iran. Parce qu'après tout, quand on vous attaque, la logique ce serait de dire, vous me déclarez la guerre, c'est quand même un acte de guerre le 14 septembre, mais les Saoudiens voudraient que d'autres attaquent l'Iran pour eux. Ils ne se sentent pas de taille d'affronter directement l'Iran, ni les Émirats arabes unis, ni d'autres pays arabes de la région du Golfe arabo-persique. Les Saoudiens voudraient que ce soit les Américains qui frappent, sauf que Trump n'a pas envie de frapper. Ce qui pose un problème très important pour les dirigeants saoudiens. Parce qu'ils sont face à l'Iran, qui les embête beaucoup, notamment le 14 septembre, et le puissant parrain américain n'a pas réagi comme les dirigeants saoudiens s'attendaient qu'ils réagissent. Alors, ça conduit les Saoudiens à cette réflexion extrêmement importante sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, à se dire finalement, quels sont ceux qui ont le courage de taper sur l'Iran? Israël. Et ça, c'est extraordinairement important. L'Arabie Saoudite, Israël, je veux dire, c'est pas, on ne s'embrasse pas sur la bouche entre ces deux pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces deux pays ne sont d'accord sur rien, sauf sur un point. La peur face à la montée en puissance de l'Iran. Et ce qui se passe dans la région est en train de conduire à un rapprochement, certes discret, parce que pour l'opinion publique arabe, par rapport à la cause palestinienne, se rapprocher d'Israël pour des pays arabes dans la région du Golfe, c'est compliqué. Mais un rapprochement discret, en termes de services de renseignement, rapprochement stratégique militaire, entre évidemment les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, contre l'Iran. Et ça, c'est d'une importance géopolitique cruciale pour la région et pour l'ensemble du monde, pour les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc voilà, c'est un problème clé pour les Saoudiens, c'est que l'Iran est au niveau régional une puissance militaire importante. Et puis, n'oublions pas la démographie. L'Iran, c'est à peu près 80 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé de la région. Si on accepte l'Égypte, alors l'Égypte, ça dépend si on le met au Moyen-Orient ou Afrique du Nord, l'Égypte, c'est 100 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite, c'est 30 millions d'habitants ou plus. Les Émirats arabes unis, c'est beaucoup moins. Le Koweït, etc. On a des pays qui ne sont pas très peuplés. En face, il y a 80 millions d'Iraniens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pour le régime, mais quand vous réfléchissez en termes de rapport de force, la démographie, ça compte quand même. C'est pas là. Voilà. Si l'Iran avait 2 millions d'habitants, je pense que l'Arabie Saoudite, depuis quelque temps, serait occupée d'aller mettre de l'ordre de l'autre côté du Golfe. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. L'Arabie Saoudite est pourtant surarmée. C'est l'un des plus gros acheteurs d'armes dans les dernières années, notamment, mais pas uniquement d'armes américaines. Donc en termes d'armement, ils ont un armement ultra moderne, très sophistiqué, beaucoup plus que l'Iran.
qui subit des sanctions américaines et occidentales dans le domaine des armes. Mais dans le domaine militaire, comme vous le savez, les armes, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il y a les armes et il y a les êtres humains. Le militaire, ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à mourir pour son pays, comme l'actualité récente le montre? C'est ça, concrètement. Vous pouvez être surarmé, mais si vous n'êtes pas forcément prêt à donner votre vie pour votre pays, et qu'est-ce que ça signifie, votre pays? Est-ce que vous avez la conscience, une conscience nationale? Dans cette région, nous n'avons pas l'Iran. L'Iran est un pays qui est là depuis longtemps. C'est l'héritier de la Perse dans l'Antiquité, c'est un pays qui a des milliers d'années d'histoire. Mais les pays arabes du Golfe sont des pays très récents en termes d'indépendance. Le royaume saoudien, c'est les années 1930. Les Émirats arabes unis, indépendants en 1971, sont des pays très jeunes. C'est pas l'Iran, c'est pas la France, c'est pas le Royaume-Uni avec 1000 ans d'histoire ou plus. 1000 ans d'histoire ou plus en tant que pays. Donc, en Arabie Saoudite, est-ce qu'on est prêt à mourir pour défendre son pays, ou est-ce qu'on est prêt à mourir pour défendre son groupe ethnique, sa tribu? Ça pose plein de questions. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, l'homme fort du régime, certaines sources bien informées disent que ces gardes du corps, ils ne sont pas forcément saoudiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas forcément confiance dans vos propres nationaux. Donc, l'Iran est une puissance démographiquement, énergétiquement, militairement, à l'échelle régionale. Ils ne vont pas battre les États-Unis ou la Chine, évidemment. Mais dans la région, les pays arabes du Golfe, ils ne sont pas prêts à affronter directement l'Iran. Ils souhaitent que le faire soit indirectement à travers la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, où ils soutiennent des groupes qui sont contre le régime soutenu par l'Iran, donc c'est une guerre par procuration, ça on peut faire. Mais pour frapper directement l'Iran, ils aimeraient que ce soit Washington ou Israël, ou les deux ensemble, et à ce moment-là, ils pourraient se joindre. Donc l'Iran, militairement, dans la région, c'est pas rien. N'oublions pas Saddam Hussein. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran. La révolution islamique, c'est 1979. Donc Saddam Hussein se dit en 1980, l'Iran est dans une période post-révolutionnaire, donc très affaiblie, ce qui était parfaitement exact. Les nouveaux dirigeants iraniens se méfiaient de l'armée iranienne, trop proche du Shah, donc ils passent leur temps à exécuter des officiers de l'armée iranienne, en qui ils n'ont pas confiance. Donc l'armée est désorganisée, le pays est désorganisé, Saddam Hussein se dit j'attaque, ça va être une promenade de santé. La guerre dure 8 ans, 1980-1988, et se termine sans vainqueur, sans vaincu, donc une grosse défaite pour Saddam Hussein, qui avait attaqué, et qui était à la tête, croyait-on à l'époque, à part Israël, la plus puissante armée dans la région. 8 ans de guerre, des centaines de milliers de morts, des dommages, y compris pétroliers, énormes, et ils n'ont pas réussi. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, les Iraniens à l'époque se disent, on n'est pas forcément pour le nouveau régime, mais on est attaqué par l'Irak. Donc on va défendre la nation iranienne. On ne va pas défendre le régime des Mollahs, on va défendre notre pays. Et pour ça, on est prêt à mourir. Les Iraniens sont prêts à mourir pour défendre leur pays. Est-ce que les Saoudiens sont prêts à mourir? Ou les Émiriens pour défendre leur pays? Ça, c'est nettement moins sûr. Et en termes militaires, ça a des conséquences très importantes. Donc vous aviez d'autres questions? Ouais, j'en avais une sur la pétrochimie. Je voulais savoir c'était combien de pourcentage de la consommation de pétrole, la pétrochimie, puisque vous avez dit qu'on ne pouvait pas se passer de pétrole dans ce secteur-là. Absolument. Et au niveau des recherches, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a potentiellement des substituts qui peuvent être faits, ou alors parce que le pétrole c'est vraiment moins cher, on reste quand même là-dessus? Pour l'instant, la pétrochimie, c'est de l'ordre de 12-15% de la consommation pétrolière mondiale. Le gros, c'est le secteur des transports, hein, évidemment. Là, on est sur de l'ordre de 60% de la consommation pétrolière. Et aujourd'hui, le pétrole va vers ces deux bastions que sont transport, pétrochimie. À part quelques exceptions comme l'Arabie Saoudite, qui brûle encore beaucoup de pétrole pour produire l'électricité,
Aujourd'hui, on n'utilise pas du pétrole pour faire de l'électricité, parce que c'est un gaspillage. On peut utiliser d'autres choses, on peut brûler du charbon, du gaz dans des centrales thermiques, on peut avoir des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, des centrales solaires, des parcs éoliens, etc. Donc le pétrole, de plus en plus au niveau mondial, on le réserve pour les utilisations pour lesquelles il n'a pas de substitut, transport routier, aérien, maritime et pétrochimie. En sachant que la part de la pétrochimie est faible actuellement, mais qu'elle monte en puissance. Parce que la pétrochimie, ça se développe en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, où les projets pétrochimiques poussent comme des champignons. Alors on dit que voilà, les plastiques c'est pas bien, qu'il faut arrêter d'utiliser des objets plastiques à usage unique. C'est pas pour ça que ça fait baisser la consommation pétrochimique mondiale. Hein. C'est pas parce qu'on le fait en France et en Europe, quelques petites mesurettes. Au niveau mondial, les complexes pétrochimiques, ça pousse comme des champignons. Et ça va être le cas pendant encore pas mal de temps. Ce ne sera pas le cas toujours. On trouvera toujours des solutions techniques. Mais aujourd'hui, les transports, on ne peut pas se passer du pétrole. La pétrochimie, on ne peut pas se passer du pétrole. Et ces industries-là sont essentielles pour l'économie mondiale. Donc voilà, pour l'instant, en termes de constat, et ce constat ne va pas changer substantiellement dans les 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Ok, donc après j'ai d'autres questions, mais je vais peut-être laisser les autres participer. Pensez-vous qu'il y aura une période d'après-pétrole et quelles seront les énergies de substitution et quel impact aussi aura ces substituts par rapport au rapport de force mondial? Alors, l'après-pétrole, ça arrivera un jour, mais pas tout de suite. Pas demain, pas après-demain, mais peut-être après-après-demain. Du fait du poids du pétrole dans l'économie mondiale, tous les pays donc aujourd'hui sont obligés de consommer du pétrole pour les raisons que j'ai évoquées, transport, pétrochimie. Alors, qu'est-ce qui pourrait remplacer le pétrole ? Dans la pétrochimie, ça mettra beaucoup de temps. Pour l'instant, on ne sait pas faire. On parle d'une chimie verte, etc. Il y a des recherches. Hein. Il n'y a jamais dans la vie une seule option technique possible, ad vitam aeternam. Mais ça prend du temps. Il faut développer de nouvelles technologies. Il faut que ce soit économiquement rentable. La technologie, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Évidemment, ensuite, il y a l'économie. Et il faut, évidemment, que ça se répande, que ce soit considéré comme socialement acceptable. Donc, il y a plusieurs conditions. Dans les transports, on parle beaucoup de voitures électriques, comme vous savez. Ça monte en puissance, ça se développe rapidement. Mais penser que l'explosion des voitures électriques qu'on nous annonce va faire reculer le pétrole au niveau mondial, c'est une sacrée illusion. Même si on prend des hypothèses très fortes de pénétration de la voiture électrique d'ici à 2030, 2040, ça ne fait pas reculer la consommation mondiale de pétrole. Pourquoi ? Parce que le pétrole, ce n'est pas seulement les voitures. C'est les transports routiers, aériens, maritimes. Les poids lourds électriques, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Les avions électriques, j'en parle pas. Les navires électriques, ce n'est pas pour tout de suite. Le pétrole, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement les voitures. Les voitures, c'est une petite partie du secteur des transports dans lesquels le pétrole est omnidominant. Et ça prendra du temps. Donc si on veut vraiment faire reculer le pétrole dans le secteur des transports, qui est son principal bastion, il ne suffira pas simplement de dire on fait des voitures électriques, ce qui est bien, mais pas suffisant. Il faudra faire plusieurs choses. Développer donc les véhicules électriques, développer les biocarburants, intelligemment, si possible, développer l'usage du gaz naturel dans les transports, et à moyen et long terme, l'hydrogène. On aura besoin de plusieurs énergies pour remplacer, pour faire reculer sérieusement le roi pétrole dans le secteur des transports. Ce n'est pas uniquement en appuyant sur un bouton qui s'appelle voiture électrique. Ça, c'est une sacrée illusion. On nous rebat les oreilles dans tous les médias, mais il faut en prendre et en laisser, je dirais. La voiture électrique, ça pose aussi quelques petites questions qu'on ne pose pas suffisamment. D'où vient l'électricité ? Prenons l'exemple de la Chine. On nous dit, regardez, c'est remarquable, ils font plein de voitures électriques. Ce qui est vrai. Sauf que leur électricité vient à 75% du charbon. C'est bon pour la planète, ça ? C'est ce qu'il y a de pire. Il vaut mieux de bons vieux moteurs thermiques. Hein. Donc la question c'est, si on est en France
avec une électricité décarbonée à peu près 90%. 72% nucléaire, hydroélectricité, plus quelques pourcents solaire et éolien. Donc en France, on a un parc électrique décarboné à 90%. Les énergies fossiles, ça représente plus de 10%. Ça a un sens en France de faire des voitures électriques. Mais en Chine ou en Inde, en sachant que la plus grande partie de l'électricité provient du charbon, c'est catastrophique. Donc la voiture électrique, c'est pas la panacée. Ça pose une deuxième question clé. D'où viennent certaines matières premières essentielles? Par exemple, du cobalt, dont on a besoin pour les batteries, etc. Je lisais récemment un rapport d'Amnesty International qui expliquait dans quelles conditions on produit le cobalt dans les mines de la République démocratique du Congo, qui a les plus grosses réserves de cobalt, avec des enfants de 7 ans qui travaillent dans les mines. Après, on nous dit la voiture électrique, c'est propre. Ça veut dire quoi, propre? Donc le pétrole, c'est difficile à remplacer. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais on aura besoin pas de électricité plus gaz, plus biocarburant, plus hydrogène. Et tout ça prendra beaucoup de temps, demandera des investissements énormes, donc c'est pas pour demain. Et la pétrochimie, c'est encore plus difficile. Donc, l'après-pétrole, la fin du pétrole, c'est pas pour tout de suite. Surtout dans les pays émergents et en développement. Prenons l'Union européenne. Notre consommation pétrolière n'augmente plus depuis une dizaine d'années. Mais la consommation mondiale de pétrole augmente. On nous parle de transition énergétique, ce qui est vrai. Il y a un début, il y a des réalités industrielles. Sauf qu'on est dans un monde dans lequel on consomme chaque année plus de pétrole que l'année précédente, du fait du poids des pays émergents et en développement, qui à eux seuls tirent à la hausse la consommation pétrolière mondiale. L'Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud, avec évidemment le poids énorme de la Chine et de l'Inde, sans surprise. La Chine, elle est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis. Un jour, elle va rattraper et doubler les États-Unis en termes de consommation de pétrole dans les années qui viennent. Elle développe plein de réacteurs nucléaires, elle développe le gaz naturel, elle développe l'hydroélectricité, elle développe le solaire, elle développe l'éolien, elle fait des économies d'énergie, et malgré ça, sa consommation de pétrole augmente. Alors, c'est pas pour être désespérant, mais je veux dire, c'est important en matière d'énergie d'avoir une vision réaliste. Le réalisme, pour moi, ce n'est pas un mot sale. Si on n'est pas un peu réaliste et qu'on regarde le ciel, on tombe dans un trou 3 mètres plus loin. Donc c'est bien de regarder le ciel pour avoir une direction, et puis c'est bien de regarder devant soi pour ne pas tomber dans un trou, ou pas se prendre un lampadaire à 3 mètres. Le pétrole, ce sera très difficile à remplacer. La transition énergétique qui a commencé, ça prendra des dizaines d'années pour faire reculer les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, et faire monter en puissance des énergies non carbonées, nouvelles énergies renouvelables, hydroélectricité, nucléaire dans certains pays, qui n'est pas renouvelable mais qui est non carbonée, essentiellement donc les nouvelles énergies renouvelables, solaire, éolien, biomasse, qui est un peu le trio gagnant. Ça se heurte à des difficultés techniques, économiques, de financement extrêmement importantes. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a estimé que pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux et lutter contre le changement climatique, entre maintenant et 2040, il faudra dans le secteur de l'énergie investir de l'ordre de 70 000 milliards de dollars. Je n'ai pas dit 70 milliards, hein, ce serait peu, une bagatelle. 70 000 milliards de dollars. Il faut trouver cet argent-là pour financer ces investissements. Donc, l'après-pétrole, c'est loin. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas venir un jour, sauf si on fait l'hypothèse que dans l'histoire énergétique de l'humanité, on n'a pas remplacé, on a empilé. Le bois, par exemple, on l'utilise depuis très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'utilise jamais de bois dans sa cheminée?
Après, on est passé au charbon, mais le bois n'a pas disparu en termes d'utilisation énergétique. Après, on est passé au pétrole, au gaz naturel, mais le charbon, on l'utilise toujours. C'est la source d'énergie la plus consommée aujourd'hui, derrière le roi pétrole. Et après, on est passé au nucléaire, etc. L'humanité ajoute en termes d'énergie, parce que ses besoins énergétiques sont énormes. Donc, il y a deux hypothèses. Soit l'après-pétrole, c'est toujours du pétrole, mais avec une moindre part de marché, avec d'autres énergies, mais toujours du pétrole, pour très longtemps. Soit on se dit, on est face à une rupture liée au changement climatique, donc il faut se débarrasser des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, et là, on n'additionne plus, on substitue. Mais c'est une hypothèse qui est loin d'être évidente. En sachant que dans les trois énergies fossiles, en termes de climat, la plus mauvaise, c'est le charbon. Donc peut-être déjà, la priorité, ce serait de se concentrer pour essayer de faire reculer le charbon. Or, le charbon reste aujourd'hui la deuxième source d'énergie la plus consommée dans le monde. Certains disent que le charbon, c'est le 19e siècle. Mais le charbon est une énergie encore du 21e siècle. On ne réussit même pas à faire reculer le charbon au niveau mondial et on croit qu'on va éliminer le pétrole. Il faudra se lever de bonne heure. Est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse d'épuisement des réserves de pétrole? On parle d'énergie non renouvelable. Donc, la question de l'épuisement est une vraie question. La question, c'est à quel horizon? Depuis un siècle, on constate qu'un certain nombre de personnes annoncent la fin du pétrole. Dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Et le problème, c'est que toutes ces personnes sont mortes et que le pétrole est encore vivant. Donc il y a un problème quelque part. Et le problème vient du fait que ces personnes ont constamment sous-estimé l'ampleur des réserves pétrolières. Et là, ça oblige à définir le concept de réserve prouvée de pétrole, qui est un concept dont la compréhension est très importante pour ne pas répéter les mêmes erreurs que celles que plusieurs personnes, et dont des moindres, ont fait depuis un siècle. Les réserves prouvées de pétrole, ça veut dire quoi? C'est du pétrole, on sait où il se trouve, géologiquement. Parce que les compagnies pétrolières ont fait des travaux d'exploration. On n'est pas en train de fantasmer en disant il y a peut-être du pétrole quelque chose. Ça, ce n'est pas des réserves prouvées. On sait que ça se trouve là, dans tel pays, dans telle zone, etc. La géologie, premier facteur. Deuxième facteur, la technologie. Les réserves prouvées de pétrole, ce sont des volumes de pétrole que l'on peut extraire avec les techniques actuelles. Et l'adjectif actuel est extraordinairement important. Parce que les techniques, elles ne font que progresser. On n'a jamais vu des techniques régresser. On ne voit même pas des techniques stagner d'ailleurs. Dans le pétrole, comme ailleurs, il n'y a pas que dans le numérique que le progrès technique existe. Dans le pétrole aussi. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, on peut extraire du pétrole qu'on ne pouvait pas extraire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'on n'avait pas les technologies pour. Et que demain ne voulant pas dire dans un jour, mais dans X années, on pourra extraire du pétrole qu'on ne peut pas extraire aujourd'hui. Je prends un exemple simple pour ne pas être trop abstrait. Le pétrole en mer, que les pétroliers appellent offshore dans leur jargon. Dans les années 1970, quand on travaillait en offshore, donc supposons que nous avons ici le niveau de la mer, là le fond de la mer. Dans les années 70, entre ça et ça, il y avait au maximum 300-400 mètres de profondeur d'eau. Parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin techniquement. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières font des forages par 3000 mètres de profondeur d'eau. L'écart entre ça et ça n'est plus comme ça, il est comme ça. En sachant que quand vous arrivez sur le fond de la mer, vous continuez à forer, parce que le pétrole, ça ne se trouve pas en creusant avec une pelle. Le pétrole, ça se trouve à 1 km sous le sol, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, 7 km. On est dans de la haute technologie. Eh bien, l'industrie pétrolière constamment repousse les limites techniques. Et avec ce progrès, on a trouvé du pétrole et du gaz en mer peu profonde, en mer profonde, en mer très profonde, en mer ultra profonde. Et à chaque fois, ça a augmenté notre estimation des réserves. Et ça a repoussé les limites qu'on voyait dans les 20 ans, dans les 30 ans. Dans les années 70, on nous disait, les réserves prouvées de pétrole, on en a pour 30 ans. 2000, la fin du pétrole, la fin du monde. On est en 2019 et on nous dit maintenant, on a 50 ans de réserves prouvées de pétrole devant nous. Parce que ces personnalités ont constamment raisonné à partir des technologies de leur époque. Les technologies, elles ne restent pas au niveau de notre époque.
Le troisième élément de définition des réserves prouvées, c'est l'économie. Les réserves prouvées sont des volumes de pétrole que l'on peut extraire de façon rentable, ce qui renvoie au niveau du prix du pétrole. Si le prix du pétrole flambe, ça permet de rentabiliser l'exploitation de pétrole coûteux. Donc ça augmente notre estimation des réserves. A l'inverse, si le prix du pétrole se casse la figure, dans certains cas, il n'est plus rentable de produire parce que le coût de production du pétrole est supérieur au prix du marché. Et donc on ferme des puits. Et donc il faut bien comprendre ce concept de réserve prouvée de pétrole qui n'est pas un concept statique. Parce qu'il y a la géologie, la technologie, l'économie. Et donc constamment, depuis un siècle, on a sous-estimé la véritable ampleur des réserves pétrolières. Et donc aujourd'hui, les compagnies pétrolières nous disent, en termes de réserves prouvées, telles que je viens de définir ce concept, on en a encore pour 50 ans au rythme de production actuel. Et attention, ne refaisons pas la même erreur. Ça ne veut pas dire que dans 50 ans, il n'y a plus de pétrole. C'est uniquement l'estimation actuelle des réserves prouvées sur la base des technologies actuelles et des prix actuels du pétrole. Dans 50 ans, il y aura encore du pétrole dans le sous-sol. Donc ce n'est pas une énergie renouvelable, mais il y en a encore beaucoup. On n'est pas prêt de manquer du pétrole. Il y a eu beaucoup de débats sur ce pic de production de pétrole, le fameux peak oil, comme on dit en bon français, etc., dont certains nous rebattent les oreilles depuis des décennies sans qu'on ne le voit jamais arriver. Ce qui est plus probable, c'est qu'on ne verra pas forcément ce fameux pic de production pétrolière mondiale. On verra d'abord sans doute un pic de la consommation pétrolière mondiale. Du fait de la montée en puissance d'autres énergies. Par exemple, voitures électriques, ce qu'on disait sur le secteur des transports. À un moment donné, on se dira, on n'a pas besoin de consommer plus de pétrole par rapport à nos besoins, notamment nos besoins de mobilité, de transport. Et donc la consommation pétrolière atteindra, pas tout de suite, un plateau au niveau mondial. Et après, elle pourra peut-être décliner doucement, elle ne va pas s'effondrer. Et le pic de la consommation entraînera un pic de la production, parce que vous produisez pour un marché. Vous ne produisez pas du pétrole pour le plaisir de produire du pétrole. Donc si vous voyez qu'un jour, mais ce n'est pas le cas actuellement, puisque la consommation continue à augmenter, si vous voyez qu'un jour, en 2030, 2040, 2050, la consommation pétrolière mondiale atteint un plateau, ben la production atteindra un plateau aussi, mais ce n'est pas parce qu'on n'aura pas suffisamment de pétrole à produire en termes de réserve dans le sous-sol. Donc le pétrole, en termes de réserve, il y en a encore pour longtemps. On n'est pas prêt de manquer du pétrole si on veut continuer à en consommer beaucoup. Il faudra une décision politique pour dire on choisit de consommer moins de pétrole pour des raisons notamment climatiques, alors même qu'on pourrait continuer à en consommer pendant longtemps. Mais ça supposera un choix politique délibéré et une volonté politique très forte. Alors, question à plusieurs milliards de dollars, ou plusieurs centaines ou milliers de milliards de dollars, est-ce que cette volonté politique existe? Point d'interrogation. Merci beaucoup, Francis Perrin. Je Avec crois plaisir. qu'on a atteint la limite du temps qui nous était imparti. Mais vous m'aviez dit que j'avais 48 heures pour parler du pétrole. Alors, on va manquer de croissant, on va manquer de café. En tout cas, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup de votre invitation. J'espère que c'était un plaisir. J'espère que vous reviendrez nous voir. C'est toujours un plaisir de venir à la Sorbonne, donc n'hésitez pas.